Notre invité d'aujourd'hui est Bernard Motulski, professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM et ex-titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing. Issu d'une famille de juristes, il a choisi la voie des communications où il s'est distingué depuis plus de 30 ans. D'abord journaliste et rédacteur, il a ensuite occupé d'importantes fonctions en communication au sein d'institutions comme l'Université de Montréal, le groupe Cossette ou encore la Bourse de Montréal. Chercheur reconnu, conférencier et auteur, il détient une maîtrise et un doctorat en philosophie et a également assumé des rôles de leadership, notamment comme président de la Société québécoise des professionnels en relations publiques et membre du Conseil consultatif sur la gouvernance de l'Autorité des marchés financiers. Bienvenue, Bernard. Donc Bernard, un gros merci d'avoir fait la route pour nous voir à Ottawa. Écoute, la première question que j'aurais pour toi, on le sait que tu viens d'une famille de juristes, hein, ton père était avocat. Pourquoi avoir décidé d'aller en communication au lieu d'aller en droit? Ah, c'est pas très compliqué. D'abord, les études en communication, ça n'existait pas quand j'étais étudiant. Ça a commencé, je dirais, fin des années 60, plutôt dans les années 70. Mais je m'intéressais à la communication. Je ne sais pas pourquoi, ça m'avait fasciné, mais j'ai quand même voulu être sérieux. J'ai commencé des études en droit. Donc, j'ai fait un an de droit et j'ai beaucoup aimé la discipline, mais j'ai moins aimé l'atmosphère et je dirais, moi, à l'époque, je sortais de mai 68 et j'étais assez extrémiste. Et là, me retrouver avec des étudiants en droit, c'était pas vraiment mon milieu. Donc, je n'ai fait qu'un an et j'ai continué finalement en philosophie puisque les communications s'enseignaient pas. Mais j'ai toujours travaillé à partir après ça en communication. Et quel rapport t'as entretenu avec le droit après justement ta sortie de ton année universitaire là, en droit? Est-ce que ça a un impact dans ta vie quand même? Je pense que ça a eu un impact parce qu'on a souvent affaire à des dossiers dans lesquels il y a des enjeux d'ordre juridique, par exemple en politique, de comprendre comment fonctionne l'État, je me souviens d'un cours de droit constitutionnel qui m'avait beaucoup intéressé. Alors, au Canada, c'est un de nos sports favoris, hein, les discussions constitutionnelles. Donc, ça m'a toujours, oui, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours attiré, ça a toujours été un petit peu derrière moi. Il faut que je dise que mon père était un juriste très reconnu, qui maintenant il y a des salles à son nom un peu partout. Alors, je pense qu'un des éléments aussi qui a fait que je suis pas allé en droit, c'est que j'aurais pas aimé être seulement le fils de mon père. Donc, j'ai essayé de tracer de faire un autre chemin dans une autre discipline que dans le droit. Je te comprends, c'est un peu similaire pour moi. Mon père est neurologue, et oui, il est reconnu également là, dans le monde de la médecine, mais moi, ça m'a jamais intéressé. Je voulais tracer ma propre voie, un peu comme toi. Donc, ouais, je comprends le sentiment, je te comprends là-dessus. Et ça a été quoi le choc, en fait, qui t'a fait réaliser que, ouais, la communication, c'est pour moi, c'est ce que je veux faire? Alors, c'est difficile. Je me souviens d'un jour où j'ai entendu parler de communication, mais j'ai complètement oublié l'endroit. Mais je sais que j'avais 18, 19 ans et je ne sais pas pourquoi ça a résonné de façon particulièrement aiguë dans ma tête. Et je me suis dit, ah, je suis fasciné, je veux faire ça. Euh, j'ai fait j'étudiais à l'époque en philosophie Nanterre, à Paris, mais on avait les programmes de philosophie, de sociologie et de psychologie. On avait un tronc commun, on avait les mêmes cours et on devait choisir des ateliers. Alors j'avais eu l'occasion de suivre un cours sur les films ethnographiques, Hmm. cours donné par Jean Rouch, qui était un cinéaste ethnographique assez connu en France, et un atelier des travaux pratiques où on faisait. Je me souviens entre autres, première expérience, premier travail d'étudiant, c'était, on avait une caméra, on avait un verre d'eau, et il fallait filmer le verre d'eau de façon à faire comprendre à la personne qui regardait les vidéos qu'il y avait du poison dans le verre d'eau. C'était pas évident, je me souviens. Mais je m'en souviens pas. J'ai filmé le verre d'eau, puis je pense qu'il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire, peut-être zoomer ou essayer de montrer qu'il y avait quelque chose qui pouvait être intriguant. Mais ça a été mes premières expériences je dirais, avec la communication à travers ces cours et ces travaux pratiques, le film ethnographique. Et ensuite, j'ai fait ma maîtrise en philosophie. Et là, j'ai choisi un sujet de philosophie,
mais qui touchait aussi à la communication. Je me souviens d'un exemple, j'avais pris, je ne sais pas comment, mais un enjeu de communication très courant et qu'on a tous sous les yeux, c'est les chats et les chiens. Pourquoi ils ne s'entendent pas? C'est parce qu'ils ne sont pas capables de communiquer ensemble, parce que quand le chien est content, il remue la queue, puis quand il n'est pas content, il grogne. Alors que le chat, quand il est content, il ronronne, puis quand il va attaquer, il remue la queue. Donc, ils ont des échanges et une communication qui ne marchent pas l'un avec l'autre, puisque les signaux qu'ils envoient sont exactement les contraires dans chacune des deux races. Ben, c'est super intéressant. Puis on le sait, tu as été journaliste, tu as été professeur, bon, maintenant à l'UQAM, mais avant aussi à ULaval. Tu es aussi conseiller, voire consultant en communication. Comment tu te décris aujourd'hui? Donc, comment tu as navigué à travers ces rôles-là et qu'est-ce qui a été le plus formateur pour toi? Ce qui a été le plus formateur, c'est de faire beaucoup de choses. J'ai d'abord effectivement enseigné, j'ai fait une maîtrise et un doctorat en philosophie. Après quelques années d'enseignement, je me suis dit, je ne vais pas juste enseigner quelque chose que je ne connais pas. Je suis parti. Et là, ma première école de formation en communication, ça a été dans une agence, une grosse agence, Cossette, qui est une grosse agence bien connue au Québec et au Canada, où là, j'ai touché un peu à tout et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert ce que c'était les différents métiers, professions, expertises en communication. Après, et là, quand on est dans une agence, on travaille pour des clients. Alors après, je me suis dit, il faut que j'aille voir des clients. Le premier client où je suis allé en politique, parce que je me suis dit, il faut essayer de comprendre la politique, comment ça fonctionne. Ça semble occuper une place importante dans l'univers des communications. J'ai été quelques années attaché de presse, directeur des communications, donc j'ai travaillé dans des cabinets ministériels. Après, je me suis dit, ben là maintenant, il faut que j'aille travailler en entreprise. Donc j'ai fini par trouver un travail. J'étais vice-président affaires publiques à la Bourse de Montréal. Et après, à l'Université de Montréal, où j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, c'est l'accumulation de, je dirais, toutes ces expériences, plus la formation de base en philosophie. Au fond, qu'est-ce qu'on apprend en philosophie? On apprend la logique traditionnelle et la logique formelle, mais on n'est pas loin de la rhétorique et du domaine de l'argumentation. Et ensuite, en communication, ben, on apprend comment est-ce qu'on simplifie les choses, comment on capsule, comment on va chercher l'attention. Alors, les deux ensemble, c'est cette expérience, cette base et cette expérience diversifiée. Parce qu'en communication, ce qui est fascinant, c'est que c'est pas compliqué, mais ça touche à tellement de domaines, ça suppose aussi d'être capable d'utiliser tellement d'outils, tellement de moyens, que si on n'est pas très polyvalent, ben, ça va être difficile de réussir à bien performer. Bien évidemment. Puis écoute, je voudrais avoir ton opinion, ta perspective un peu sur le monde du droit. Donc, de quelqu'un, un expert en communication, mais qui s'est quand même plongé dans le monde du droit pendant quelques années, qui vient d'une famille aussi de juristes. J'entends beaucoup d'avocats dire ah, les gens en droit, on est les plus fins communicateurs. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi? Ben, je dirais d'abord parce qu'il y a des contraintes que les juristes ont qui vont faire en sorte qu'ils ne pourront pas dire les choses de façon simple, de façon accessible. C'est d'ailleurs le principal problème qu'on a quand on travaille en communication dans des dossiers dans lesquels il y a des avocats qui sont impliqués. Par exemple, des dossiers d'appel de fonds pour des entreprises qui sont cotées en bourse, par exemple, dans lequel il y a un cadre légal très restrictif. Dans la communication, il y a des choses qu'on voudrait faire, qu'on voudrait dire. Et souvent, on se heurte sur l'emploi de mots, la précision avec laquelle on peut parler. En communication, on fait souvent des raccourcis. On attire souvent l'attention avec des éléments qui ne sont pas forcément prouvés. Donc, entre les deux, ces deux professions différentes, ces deux points de vue, ces deux outils de travail différents. Alors, c'est sûr que les avocats sont capables de convaincre, puisque c'est ça le travail, surtout le travail de plaider, c'est de valoriser le plus possible une cause. La grande différence, c'est qu'en communication, notre premier défi, c'est celui d'attirer l'attention.
Quand vous êtes en cours, et que le juge vous donne la parole, ben, le juge va vous écouter, tout le monde veut tout le monde va écouter. En communication, on n'a jamais la parole. On doit toujours gagner l'attention des gens avec lesquels qu'on veut convaincre ou qu'on veut écouter. Et c'est bien sûr toujours ce qui est le plus difficile à faire, c'est de trouver comment je vais attirer et garder l'attention des gens avec lesquels je veux parler. Donc, je suis obligé de faire des raccourcis, je suis obligé de raconter des histoires, je suis obligé d'aller chercher des images ou des illustrations qui permettent de comprendre les choses, de les illustrer, de les sentir, alors que en droit, je peux plus facilement être dans un raisonnement. Communication, c'est pas un long discours avec j'allais dire pas des syllabus, mais le mot m'échappe, mais des syllogismes. C'est-à-dire, c'est pas les argumentations qui font en sorte que les gens vont nous suivre ou nous comprendre, c'est plus les images, les perceptions. OK. Est-ce que tu dirais qu'à un certain point, tu sais, plaider ou encore dans le monde du droit, la communication, c'est presque comme de la masturbation intellectuelle? Non, je dirais pas ça. D'abord, il y a beaucoup d'avocats qui sont devenus journalistes aussi, hein, qui ont travaillé. Donc, la formation en droit peut permettre d'amener des gens à faire des carrières journalistiques donc, dans lesquelles ils vont tout à fait comprendre les règles du jeu et comment ça fonctionne. Euh, non, on voit aussi que il y a beaucoup d'avocats qui apprennent à utiliser les médias ou à être présents dans les médias de façon assez répétée et constante et de faire en sorte que souvent les dossiers, la partie purement juridique et la partie médiatique vont, je dirais, un peu se féconder l'une l'autre, peuvent être plus ou moins importants. Et ça fait partie de questions bien importantes ou bien délicates de savoir comment est-ce que on peut gérer l'un dans l'autre. Ça m'est arrivé à quelques reprises, par exemple, d'avoir à travailler avec des avocats qui étaient dans un litige, mais le litige était transposé sur la place publique et à ce moment-là, ils avaient besoin d'un peu d'aide avec une expertise, disons, différente de celle qu'on peut avoir quand on a uniquement le point de vue juridique. Vous pouvez très bien avoir raison en droit, mais vous pouvez avoir tort publiquement. Ouais, puis on va y revenir, ça d'ailleurs, tantôt, là, parler des tribunaux, bon, oui, judiciaires, mais également médiatiques et populaires. C'est quoi les trucs que tu voudrais donner aux futurs juristes ou encore aux avocats pour mieux communiquer, pas seulement en salle de cours, mais également avec leurs collègues dans le milieu de travail ou quoi que ce soit? C'est quoi des trucs d'experts? Le premier truc que je conseille à tout le monde, c'est de faire marcher ses oreilles, c'est-à-dire d'écouter, de comprendre à qui on parle et ce que les gens à qui on veut parler pensent, leur perception. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous lancer dans même pas un dialogue, mais un discours dans lequel vous n'êtes pas sûr que les gens vont vous comprendre, vont vous écouter. Alors le plus difficile, surtout quand on se spécialise dans un sujet, qu'on est sur quelque chose d'assez pointu, c'est de pouvoir comprendre où se trouvent les personnes qui ne connaissent pas ce dont on parle, que ça n'intéresse pas. Pourquoi, qui ils sont, c'est pas tous des imbéciles. En fait, il faut considérer quand on veut communiquer qu'on fait affaire avec des gens qui sont tous intelligents, mais qui ont ni la formation, ni les connaissances, ni l'intérêt non plus pour ce dont on veut parler. Alors, si vous n'écoutez pas, savez pas comment vous allez pouvoir vous adresser, quels mots, par exemple, vous allez utiliser, des mots qui n'ont pas du tout le même sens selon qu'on est profane ou expert. Donc, moi, c'est mon premier conseil, c'est de faire ça. Le deuxième, c'est mon conseil principal, c'est sois bref ou tais-toi. C'est-à-dire, si tu n'es pas t'es pas capable de dire les choses de façon concise, ça veut dire que la communication ne pourra pas vous aider dans ce domaine. Si c'est trop compliqué et si vous ne réussissez pas à le simplifier, ce qui est pas facile, ce qui est difficile comme exercice,
il va falloir trouver un autre moyen que la communication pour tenter de l'utiliser. Je ne sais pas si je peux me permettre, il y a la célèbre lettre, je pense que c'est la marquise de Sévigné qui écrivait à une de ses amies: vous m'excuserez de vous faire une longue lettre, j'ai pas eu le temps de vous la faire plus courte. Moi, j'adore ça, cette citation, même si je suis pas sûr que ce soit exactement les bonnes personnes que je cite, mais c'est compliqué de faire court, c'est compliqué de faire bref, parce qu'il faut renoncer. Donc, on n'a pas 15 minutes pour s'expliquer, on a 15 secondes, et en 15 secondes, il faut trouver quel est les 2 ou 3 mots que je peux choisir. Donc, les autres, il faut que je les laisse tomber. Alors, de faire cet exercice-là, avant de communiquer, c'est un travail aussi qui est difficile, mais c'est la seule façon de réussir à avoir un discours qui va être articulé et qui va être capable d'attirer et de retenir l'attention. Tu as tellement raison. Un mot peut en dire beaucoup plus que plusieurs, surtout s'il est bien choisi. Puis c'est vrai que c'est difficile par moments, surtout en droit, quand il y a une terminologie qui est extrêmement nichée. Bref, je vais appliquer le conseil Oui, puis moi-même, je pense. Ouais. il faut renoncer aussi à soutenir certains arguments ou à faire valoir certains éléments qui sont effectivement pertinents, mais qu'on n'a pas le temps. Alors, comme on n'a pas le temps, on est obligé de privilégier, c'est le principe un peu de la pyramide, hein, c'est le haut de la pyramide qui va passer, puis le reste, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont l'écouter, mais on l'écoutera pas. C'est comme ça, par exemple, qu'on prépare un communiqué. Moi, c'est mon premier cours. Hein, la première fois que j'ai eu à faire un communiqué, je n'avais jamais suivi de cours, mais j'avais un collègue journaliste qui m'avait dit: c'est pas compliqué. Tu fais un paragraphe dans lequel tu dis tout, puis après ça, tu mets des détails, ça t'intéresse. Mais le principe de dire, il faut qu'en 4 lignes, je réussisse à dire exactement ce dont je parle. En journalisme, c'est ce qu'on appelle les 5 W ou les 5 W. C'est qui dit quoi, à qui, comment, avec quel effet. Ça fait en sorte que vous devez répondre à ces questions-là dans la première partie d'un texte que vous faites, et vous avez seulement 3 ou 4 lignes. Si vous ne réussissez pas, le reste de votre texte ne sera pas lu. Wow, OK. Tu parlais il y a quelques instants que tu avais vu dans le passé des avocats qui avaient quand même réussi à bien utiliser la sphère publique, les médias, pour transmettre leur message ou quoi que ce soit. Est-ce que selon toi, c'est plutôt un risque ou un avantage d'avoir autant d'attention médiatique et comment bien les utiliser en tant que juriste sans pour autant avoir une cause qui soit médiatisée? Euh, D'abord, si on veut attirer l'attention, une fois qu'on l'attire, il faut y rester puis la garder. Là aussi, c'est un des principes que je trouve important, c'est on n'attire pas l'attention des journalistes si on n'est pas prêt à donner du contenu, à répondre à des questions, parce que les journalistes sont des gens qui sont des curieux fondamentalement. Moi, j'aime bien dire que les journalistes, c'est les représentants de notre curiosité. Donc, s'ils sont curieux, je réussis à attirer leur attention, mais là, il faut que je sois capable de répondre. Si j'ai décidé que mon sujet, j'ai juste un angle et je veux attirer l'attention sur cet angle-là, mais je ne veux pas rentrer dans les controverses, ça ne donnera pas une entrevue qui va être intéressante, puis vous ne referez pas d'entrevue par la suite. Alors, les sujets qu'on est prêt à mettre sur la table et à attirer l'attention publique sur ces sujets-là, il faut que ce soit des sujets sur lesquels on a une argumentation qui est assez solide pour être capable de supporter qu'il y ait des questions embêtantes et qu'il y ait d'autres points de vue qui s'exercent. Alors ça, c'est l'analyse qu'on doit faire avant de décider si une cause sur laquelle on travaille ou un sujet, si ça peut nous aider ou nous nuire. Parce que la plupart de ce qui se passe devant les tribunaux ne passe pas dans les médias. C'est vraiment une partie assez infime. Et vous avez la possibilité de décider que vous voulez y aller ou pas. Attirer l'attention ou pas attirer l'attention. Donc, c'est d'évaluer où vous allez aller. Puis, il y a aussi la capacité de stress qu'on peut avoir. C'est stressant de parler à beaucoup de monde. C'est stressant de parler à des médias. C'est stressant de faire des entrevues. Alors, il y a des gens qui gèrent ce stress. Même, il y en a qui aiment ça. Mais il y a des gens qui ne supportent pas. On voit parfois des clients, par exemple, qui se font mettre une caméra, un micro sous le nez, puis
qui sont complètement perdus. Ça fait partie de ce qu'il faut évaluer, savoir si un sujet est capable, enfin, est intéressant, mais surtout qu'on va être capable de le gérer de façon à ce qu'il passe à travers le filtre médiatique avec les meilleurs résultats possibles. Ben oui, puis c'est un art aussi de transformer un fait, un événement ou encore une publicité en nouvelle qui puisse intéresser le public et les médias. Bon, tu parlais de communiqué de presse tantôt, j'ai eu à en faire bien évidemment dans le passé avec mes différentes entreprises et justement de pouvoir attirer l'attention publique, mais en choisissant les bons mots puis en le transformant en nouvelle, ben c'est quand même tout un défi, là. Écoute, on sait qu'il y a beaucoup et de plus en plus de débats sur l'accès à la justice. Donc, comment rendre la justice plus accessible avec les modes alternatifs de prévention et de règlement des différends, rendre le langage plus accessible. Selon toi, ce serait quoi? Ben, c'est quoi, en fait, tes plus grandes critiques du système de justice canadien? Comment est-ce qu'on peut rendre la justice plus accessible? À mon avis, la justice, c'est comme beaucoup de disciplines. Et je dirais à peu près tous les professionnels considèrent que leur domaine n'est pas compris et pas connu. Les ressources humaines, les finances, l'informatique, la justice, oui. Euh, le seul conseil que je suis toujours capable de donner, c'est de dire, ben, prenez la peine d'expliquer ce que vous faites et de le rendre accessible, de le vulgariser. On a la chance d'avoir aujourd'hui des outils phénoménaux à notre disposition. Ça peut être des balados, ça peut être des vidéos. On n'est pas obligé d'avoir des auditoires de centaines de milliers de personnes pour décider qu'on veut commencer à, par exemple, faire une série qui démystifie notre profession ou notre domaine. Euh, tous les spécialistes sont en mesure de faire ça. On voit, par exemple, on a vu pendant la pandémie beaucoup de médecins, de spécialistes dans le domaine de la santé qui se sont sentis obligés d'intervenir publiquement et de vulgariser euh, la vaccination, la pandémie, l'épidémiologie, tout le système de santé. Alors, moi, ça me frappe toujours chaque fois que j'ai quelqu'un qui s'adresse à moi, qui me demande comment faire, de voir toute la richesse de connaissances qu'il y a dans un domaine, mais l'enjeu, c'est de mettre les ressources, le temps que ça prend et les moyens, c'est aussi les moyens financiers, pour le vulgariser, le rendre disponible. Ça peut être sur des dépliants, ça peut être sur un site web, ça peut être sur des documents vidéo, mais on est tous fascinés par ça, on est tous preneurs, on aime bien tous scroller sur nos médias sociaux, puis regarder si les choses sont faites de façon amusante, intéressante, qu'on apprend quelque chose, on peut le faire. Alors pour moi, c'est des façons ludiques de communiquer sur des choses qui peuvent être importantes, mais il faut accepter de se placer à un niveau dans lequel on peut se faire questionner par des simples profanes. Et selon toi, Bernard, qu'est-ce qui distingue un bon communicateur d'un communicateur exceptionnel? Oh, je ne sais pas ce que c'est un communicateur exceptionnel. Pour moi, un bon communicateur, c'est d'abord quelqu'un qui a du contenu intéressant. Et c'est la première chose à faire. Et c'est le premier travail quand vous voulez communiquer. Vous parlez avec la personne qui aurait quelque chose à communiquer. C'est de valider est-ce que ce que tu as à dire est intéressant. Ou même si tu ne penses pas que c'est intéressant, est-ce qu'il y a un angle intéressant? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut raconter ou qu'on peut dire sur ce sujet-là? Donc, ce n'est pas la force du communicateur, c'est la force de trouver ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans ce qu'on vous demande de communiquer. Parfois, il n'y a rien, puis à ce moment-là, vous êtes mieux de dire, ben, écoute, je suis désolé, mais j'ai pas grand-chose à dire. Moi, un exemple que je donne, parce que c'est dans mes premières expériences en communication, c'est une entreprise qui fêtait son anniversaire, cinquième année. Et il trouvait que c'était un exploit. Il m'avait demandé de faire une conférence de presse pour l'annoncer. Alors moi, influencé par mon client, puis dans ma naïveté, je m'étais dit, hey, on va faire un gros, gros gâteau, puis on va couper le gâteau, on va inviter les journalistes à venir.
il n'y a pas un journaliste est venu parce qu'il n'y avait pas de contenu. De dire, j'ai 5 ans, je fais pas une nouvelle avec ça. Pour moi, ça a été une leçon de vie. C'est avant de vouloir communiquer, est-ce que j'ai du contenu? Alors, un communicateur efficace, c'est quelqu'un qui va, je dirais un peu comme Socrate avec la maïotique, là, qui va permettre de faire accoucher son client du contenu qu'il a d'intéressant à dire. Tout à fait. Donc, d'aller chercher le jus. Après, une fois qu'on a le contenu, la mise en forme est toujours beaucoup plus facile. Et comment tu navigues le monde actuel? Il y a beaucoup de désinformation, de fake news, comme on le dit en bon anglais. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la vérité suffit encore à convaincre ou il faut réussir à bien naviguer cet univers-là? Je pense que la vérité a jamais suffi à convaincre, même si elle sort nue du puits, comme dans le tableau. Non, et c'est pour ça que le défi est encore plus actuel aujourd'hui, mais il l'a toujours été. C'est que vous ayez la vérité ou non, comment vous faites pour attirer l'attention et comment vous faites pour convaincre. Et comment vous faites pour expliquer, pour donner des détails, pour faire en sorte qu'on vous écoute, on vous accorde une certaine crédibilité ou que ça fait plaisir aux gens de vous entendre. Et moi, je pense pas que c'est bien différent aujourd'hui. Des fake news, on en a souvent eu, hein, on a toute l'époque, ce que les régimes communistes nous ont appris aussi dans un environnement dans lequel on trafiquait les nouvelles, on trafiquait les photos, on construisait une histoire et une vérité qui était différente de celle qui semblait être normale. Je pense que c'est un des défis qu'on a. Et quand on porte une vérité ou quand on porte un élément qu'on pense véridique, on a le poids d'avoir à le dire, d'avoir à le formuler, d'avoir à l'expliquer, d'avoir à véhiculer, et pas juste de dire, écoutez-moi, c'est la vérité. Ça, on est plus dans le domaine des gourous qui vous disent, moi, j'ai rencontré des extraterrestres et voici ce qu'ils m'ont dit, écoutez-moi. Oui. Oui, tu as bien raison. Écoute, on va déjà être rendu à notre segment plus ludique là, qui interrompt chacun de nos podcasts. Donc, segment plus ludique, comme je le mentionnais. Mais je fais ça différemment pour toi. J'ai préparé quelques dilemmes, OK, des would you rather là, en anglais, et je veux avoir ton opinion, ta perspective et voir ton réflexe. Pour les gens qui nous écoutent, c'est pas préparé. Donc, Exactement. surprise. C'est une surprise. Préférerais-tu gérer une crise où tout le monde te déteste ou une crise où personne ne t'écoute? Je préférerais que tout le monde me déteste, parce que personne ne m'écoute, je ne sers à rien du tout. Et c'est déjà arrivé ou non? Habituellement, quand il y a une crise, on nous écoute. L'enjeu des crises, c'est que souvent, on est très exposé, surtout au début, quand il y a une catastrophe qui arrive. Donc, on n'a pas un problème d'attention. Le problème qu'on a dans les crises en termes de communication, c'est qu'au début d'une crise, toute l'attention est tournée vers nous, mais nous, on ne sait rien parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on n'a pas encore les détails, ou on n'a pas réglé le problème, donc on n'a pas grand-chose à dire. Et plus ça avance, plus on a des choses à dire, mais plus l'intérêt s'est tourné vers autre chose. Un des exemples qu'on cite beaucoup, c'était la crise du verglas. Pour les gens qui s'en souviennent, ça a duré 3 semaines et c'était la nouvelle parce que ça touchait beaucoup de gens et c'était une situation particulièrement difficile. Mais le premier ministre de l'époque, Lucien Bouchard, et le président d'Hydro-Québec, M. Caillé, faisaient un point de presse pratiquement tous les jours. Même s'ils n'avaient pas grand-chose à dire, mais pour être présent, pour être là, pour pouvoir dire voici ce qui s'est passé aujourd'hui, et voici ce vers quoi on s'en va ou ce qui peut arriver. On a vécu ça aussi pendant la pandémie ici, avec le point de presse quotidien de M. Legault, des ministres de la Santé qui se sont succédés. Mais pendant la pandémie, vous parliez à quelqu'un, est-ce que je peux te voir ou te parler, pas te voir, parce que vous ne pouvez pas se voir, mais je peux t'appeler à 1 heure. Et, non, j'écoute le point de presse. Tout le monde était branché là-dessus.
à partir du moment où la crise commence à se résorber, ben ça intéresse plus grand monde. Donc, c'est pour ça que ma réponse, c'est j'aime mieux me faire détester parce que là, j'ai au moins une pente à remonter. Et je peux savoir, est-ce que je peux faire bouger l'aiguille? Est-ce que je peux faire en sorte que cette détestation ou cette non-compréhension s'améliore? Mais il faut que j'en profite pendant que les micros sont tournés vers moi. Deuxième petit dilemme, préférerais-tu que ton erreur fasse perdre 1 milliard en bourse à ton client ou qu'elle détruise à vie la réputation d'un innocent? Oh. Ben, détruire à vie la réputation d'un innocent, je pense, a priori, si la personne est innocente, on ne peut pas détruire sa réputation. C'est-à-dire, on ne peut pas décider qu'on va détruire la réputation de quelqu'un qu'on sait innocent. Manipule pas la situation. Là, c'est à vie et on va dire que cette personne-là, personne ne va jamais le savoir qu'elle est innocente, c'est uniquement toi qui le sais. Ouais. Mais là, la question, c'est sûr que moi, je ne ferais pas, je prendrais. Non, je sais pas. Faire perdre 1 milliard à ton client, mais ce serait en faisant une fausse déclaration ou En bourse, le marché réagit mal à ton point de presse, à une communication quelconque que tu aurais fait. Ouais. ben, moi, je pense qu'il faut toujours éviter d'impliquer des personnes. Donc, de faire perdre la réputation de quelqu'un, c'est jamais un chemin qui peut être profitable. Il y a bien d'autres façons d'expliquer une situation que d'imputer la situation à une personne en particulier. Bon, si c'est quelqu'un qui a été arrêté pour fraude et puis là, c'est pas quelqu'un d'innocent, donc on ne fait pas perdre la réputation à un innocent. J'ai du mal à voir que ce serait quoi un cas de figure dans lequel j'aurais une... Parce que, bon, j'ai fait souvent de la communication financière. Le défi qu'on a, c'est toujours le même, c'est d'être capable d'expliquer les choses, c'est d'être capable de répondre aux attentes, de calmer les inquiétudes, si on peut calmer les inquiétudes, mais de sortir, vous savez, c'est la faute à un tel ou à une telle qui... moi, je pense que c'est pas... ça peut pas être payant, ça donne rien. Donc, je comprends que tu choisirais de faire perdre 1 milliard en bourse. Oui, oui. Oui, sans aucun problème, parce que si mon client est si fragile que ça, qu'une simple phrase pourrait lui faire perdre 1 milliard, ça veut dire que son organisation n'a pas une base très, très solide. Exact. OK. Une troisième mise en situation, tu as le choix entre deux clients. Soit défendre un gouvernement autoritaire, mais efficace, ou une démocratie chaotique, mais légitime. Là, j'ai envie de répondre un peu par une pirouette, parce que euh, un gouvernement efficace, ça ne peut pas être un gouvernement autoritaire. Il y a je trouve une contradiction entre je trouve ça intéressant, la piste que ça m'ouvre, parce que c'est vraiment une de mes convictions profondes. Le tataouinage, le fait de la démocratie, de beaucoup discuter, d'évaluer, de se poser des questions, de passer à travers toutes sortes de paliers avant de prendre une décision, pour moi, c'est un critère d'efficacité. Ça veut dire qu'une fois que la décision est prise, elle est mise en œuvre, elle est acceptée, elle est entérinée. Un gouvernement autoritaire qui serait efficace, il y aurait l'air efficace pendant les quelques mesures, mais s'il n'y a personne qui suit, s'il n'y a personne qui comprend, s'il n'y a personne qui accepte, s'il n'y a personne qui partage la décision, je ne vois pas comment une décision autoritaire peut être efficace. Parce que pour être efficace, on a besoin que les gens adhèrent, participent, contribuent. Ça m'apparaît tellement évident que je crois qu'il y a un gouvernement qui n'écouterait pas. C'est un gouvernement qui ne serait pas efficace et qui se ferait renverser. C'est ce qu'on voit souvent. Il faut qu'on ait l'impression qu'on est écouté.
Il faut que les décisions soient expliquées. Et ça revient un peu sur la vulgarisation, si pourquoi on fait telle ou telle chose. Je l'ai vécu en politique quand on travaille pour un ministre ou une ministre qui arrive avec un projet de loi. Le projet de loi, on a beau penser qu'on a tout fait ce qu'on pouvait, la première chose qui va arriver, c'est que l'opposition va trouver une brèche dans laquelle s'engouffrer, puis qu'il va y avoir des éléments qui ne seront pas parfaits. Et notre seule ligne de défense, dans ce cas-là, c'est pas de dire, ben, c'est pas vrai que ce que vous dites est faux. Non, ça peut très bien être vrai, mais d'être capable d'expliquer pourquoi on n'a pas pris ce chemin-là, parce qu'on l'a évalué, parce qu'on en a discuté. Donc, c'est ma réponse à la question. Donc, j'aime mieux un gouvernement démocratique, mais je ne crois pas au gouvernement autoritaire qui tranche et que ça marche. Ben écoute, je vais accepter ta non-réponse quand même parce que je pense vraiment que tu as bien navigué la question, mieux que des politiciens, même en tout cas, tu aurais fait un bon premier ministre, je pense, avec des réponses comme ça. Puis il y a vraiment de quoi retenir ta réponse. Tu sais, n'importe quelle question, même si elle nous met en embarras, s'en sortir. Mais ça, je dois dire, je l'ai vu dans les organisations. Les petites organisations sont très efficaces parce qu'il y a beaucoup de niveaux. Et donc, les décisions se prennent habituellement par les responsables, le conseil ou la présidence. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours des bonnes décisions. C'est pas parce qu'elles sont prises rapidement. À côté de ça, on voit des grosses organisations comme le gouvernement, mais comme le Mouvement des Jardins, ou des organisations qui ont une obligation et une culture de... On se complique les choses et puis on se met plein de personnes autour de la table, on crée des comités. C'est deux façons d'être qui dépendent au fond de notre taille et qui dépendent du nombre de personnes qu'on implique. Une entreprise où il y a une quinzaine d'employés, les décisions qu'elle prend ne vont pas avoir d'impact sur plus que ces employés-là. Donc, on peut se permettre de faire des tests et des essais. Mais quand vous touchez à des millions de personnes, c'est juste normal qu'on fasse un peu d'études avant, puis qu'on essaye de voir où est-ce que les gens se situent, et surtout qu'on ait ensuite une obligation d'expliquer. Oui, exactement. Et selon toi, Bernard, est-ce qu'un bon communicateur est nécessairement un peu manipulateur? Oui, tout à fait. Manipuler dans le sens d'abord, on choisit ses messages, et les messages qu'on envoie, c'est les messages qui devrait nous permettre d'obtenir le résultat qu'on veut. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas un bon communicateur. Les gens de marketing le savent, l'ont compris, puis eux sont les premiers à écouter les clients, parce qu'ils savent que c'est la seule façon de pouvoir manipuler les clients, c'est de les écouter, de savoir ce qu'ils veulent et de leur donner ce qu'ils ont, ce qu'ils désirent. Donc, oui, il faut... Quand on écoute les gens à qui on veut communiquer, c'est pas juste pour leur bien-être et leur permettre d'avoir un niveau de méditation élevé. C'est parce qu'on attend un comportement qui nous profite à nous, que ce soit qu'ils votent pour nous, que ce soit qu'ils achètent nos produits, que ce soit qu'ils nous donnent de l'argent pour les causes pour lesquelles on travaille. Donc communiquer, c'est chercher à obtenir des gens à qui on communique un comportement qui soit prédéterminé. Donc dans ce sens-là, oui, on peut appeler ça de la manipulation, mais moi je suis convaincu que les gens sont assez intelligents pour ne pas se faire manipuler. Donc c'est en connaissance de cause que l'on prend des décisions et on sait très bien qu'on a beaucoup de comportements qu'on pense qu'on ne devrait pas avoir, mais de consommation, par exemple, dans lesquels on se lance à faire des achats qui n'ont pas vraiment de sens. Mais c'est pas juste parce qu'on a été manipulé, c'est parce qu'on aime ça.
Exact, c'est super intéressant. Puis j'ai aimé ça, changer un peu les choses, puis c'est vraiment plus ludique. Parce que là, écoute, on te connaît beaucoup mieux. Là. On sait que ça te dérangerait pas de faire perdre 1 milliard à un client. On sait que selon toi, un bon communicateur est manipulateur. Non, c'est des blagues, là, c'est des blagues. Mais vraiment super intéressant. Puis écoute, je veux qu'on ait assez de temps pour parler du deuxième sujet. Donc, parler de ta vision des tribunaux judiciaires, médiatiques et aussi populaires. On s'en est parlé auparavant les dernières semaines et je trouve ça super intéressant. Donc, peux-tu me les définir davantage? Qu'est-ce que tu veux dire par tribunaux judiciaires, médiatiques, populaires? Puis comment ils se diffèrent les uns des autres? Alors, les tribunaux judiciaires, ils ont leurs règles. C'est les lois, c'est les codes, c'est la procédure. Donc, c'est très encadré. Et pour naviguer là-dedans, on a besoin, c'est pour ça que les avocats sont ceux qui ont le droit exclusif de représenter des clients dans cet univers-là, parce que c'est compliqué, il faut connaître tous les codes et il faut être capable d'accompagner ses clients. Et c'est ce qui va déterminer le résultat du tribunal judiciaire, c'est-à-dire que l'on obtienne ce qu'on veut, qu'on soit acquitté, ça va dépendre en bonne partie de notre capacité à naviguer dans cet univers-là, de l'avoir compris. Ça ne veut pas dire que les coupables vont être déclarés innocents et inversement, mais l'expérience qu'on a quand on passe dans ce système-là, c'est on doit passer à travers les fourches codines, ce à quoi on doit se plier. Pour moi, le tribunal médiatique, il y a des codes, mais qui ne sont pas écrits. Ce pas les mêmes codes, mais c'est le fonctionnement des médias, c'est le fonctionnement des journalistes. Et ça aussi, on connaît ça. Moi, ça fait 2 fois que je réédite un livre qui s'appelle L'art de parler aux journalistes avec un de mes amis qui est journaliste. Il faut comprendre cet univers-là. Il faut comprendre, entre autres, les journalistes, il y a leur curiosité, mais il y a surtout les conditions dans lesquelles ils travaillent. C'est-à-dire, les journalistes, leur principale contrainte, c'est le temps. Ils doivent donner de l'information très rapidement sur ce qui se passe. Si c'est passé il y a 3 semaines, ça ne nous intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est aujourd'hui. Il va se passer quoi à Washington? Il va se passer quoi à Moscou? Et les journalistes ont cette obligation-là. Et ça, il faut le comprendre que c'est pas parce qu'ils sont pas fins, c'est leur obligation professionnelle. Puis le dernier élément, c'est ils disposent de très peu d'espace ou de très peu de temps pour expliquer les choses. Là où toi et moi, on peut prendre 1 heure pour se parler, dans une entrevue journalistique, ça dure 5 minutes. Et c'est 2 questions et une réponse et demie. Donc, le tribunal médiatique, il faut comprendre comment il fonctionne pour être capable de s'y insérer, puis je dirais de l'utiliser le mieux possible selon, là encore, les contenus ou ce que j'ai à livrer, avec les risques que ça peut déraper, ça peut partir dans une autre direction. Puis finalement, le tribunal populaire, c'est ce que nos voisins pensent, c'est ce que la plupart de nos amis vont nous dire, c'est-à-dire l'opinion qu'on se fait en l'espace de quelques millisecondes sur un phénomène qui est en train de se passer, sur une personnalité politique, sur un projet. C'est fascinant de voir avec quelle rapidité on prend tous position, puis ça c'est ridicule, on écoute les nouvelles, puis on entend quelque chose, ça n'a pas de sens, puis on parle à notre famille, puis on s'aperçoit que tout le monde dit un peu la même chose. C'est ça le tribunal populaire, c'est quand tout le monde se met à penser un peu la même chose, à penser que telle personne est coupable. C'est souvent le résultat du tribunal médiatique, mais pas uniquement. Parfois, le tribunal médiatique peut sortir une nouvelle et c'est pas ça qui va l'emporter auprès du tribunal populaire. Mais on est quand même dans une gradation dans laquelle, devant les tribunaux, le cadre est très précis. Devant les médias, il y a un cadre, mais il est moins écrit. Et le tribunal populaire, là, je dirais, c'est un peu du n'importe quoi, mais c'est comme ça qu'on fonctionne tous. C'est-à-dire avec quoi on pense, on réfléchit, qu'est-ce qui nous guide dans notre vie. C'est un fourre-tout de beaucoup de choses dans lesquelles on essaye de prendre ce qui nous apparaît plus pertinent. Mais on ne fait pas des grandes analyses ou des thèses de doctorat pour savoir quoi faire, quoi penser dans la vie.
C'est un peu aussi ce qui forge l'opinion populaire, c'est certain. Donc, les réseaux sociaux, si je comprends bien, rentrent là-dedans, dans le tribunal populaire, là. Les réseaux sociaux, je dirais, ont pu accentuer ça un peu, mais en même temps, les réseaux sociaux, ils permettent de véhiculer toutes sortes de points de vue. Mm. Ils ne sont pas forcément dominants avec les opinions officielles. Les opinions populaires, oui, ils permettent à tout le monde de dire ce qu'ils veulent, mais si vous êtes tout seul à dire des bêtises, ben, ça va passer sur vos médias sociaux, mais vous convaincrez sans doute sans doute pas beaucoup de monde. Donc, c'est pas parce qu'on peut s'exprimer qu'on est capable de communiquer. Hein, les médias sociaux permettent à tout le monde de s'exprimer, mais à travers les médias sociaux, ceux qui se font entendre, c'est vraiment la frange émergente de ceux qui s'expriment. Je ne sais pas si c'est clair Tout à ce fait que je clair, veux non, dire. très clair. Mais ne trouves-tu pas qu'en 2025-2026, les médias sociaux ont presque rendu le rôle du journaliste, tu sais, sans dire inutile, mais qui a moins de poids? Moi, je ne crois pas. Je crois d'abord que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les ressources publicitaires qui allaient dans les médias, qui vont maintenant dans les Facebook, Instagram, toutes les plateformes. Ça, c'est un enjeu. Mais en termes d'utilité, je ne pense pas. Et on le voit souvent, dès qu'il se passe quelque chose de sérieux à travers le monde, nos sources, ça va être ce que des journalistes qui sont envoyés sur place vont écrire. C'est ce qu'ils font. Si on veut savoir ce qui s'est passé euh, au Moyen-Orient cette semaine, c'est pas uniquement en regardant ce que mon voisin peut me raconter ou un groupe militant, c'est en ayant l'information qui vient d'une agence de presse, qui vient d'un média. C'est là où je vais avoir quelqu'un qui est payé pour faire un travail avec un certain nombre de règles et pour me donner l'heure juste sur ce qui se passe. Donc, dans ce sens-là, puis les journalistes, les médias sont aussi sur les médias sociaux. Hein, on les consomme beaucoup sur les médias sociaux, sauf, bon, on le sait, au Canada, depuis la guerre entre le gouvernement fédéral et surtout Meta, que les contenus des médias ne sont pas disponibles directement sur les plateformes de Facebook et Instagram. Mais sinon, c'est un endroit dans lequel, si vous suivez des journalistes ou des médias, ils sont aussi présents, et même souvent plus présents sur les médias sociaux, parce qu'ils ont beaucoup de contenu à livrer, que vous et moi, quand on a envie d'exprimer nos états d'âme ou souvent nos frustrations. Et selon toi, qui a le plus de pouvoir aujourd'hui entre le juge, le journaliste ou encore le public? Ben, moi, je continue à croire que c'est le juge, parce que le juge a le pouvoir coercitif entre les mains. Donc, toutes les décisions, il peut les faire exécuter par l'exécutif, par la police. Les journalistes, je ne pense pas que les journalistes aient un pouvoir, euh, parce qu'ils sont tributaires de ce qui leur arrive, de ce qu'on leur raconte, de ce qui se passe. Ils ne peuvent pas utiliser ça à des fins pour obtenir quelque chose. Bon, certes, il y a des journalistes qui sont militants, il y a des médias qui sont militants, mais c'est dans l'information générale, moi, je fais pas la lecture que les journalistes sont là pour nous dire quoi penser. Ils sont là pour essayer de nous aider à mieux comprendre des situations. Vous allez me dire, je suis un peu naïf. Il y a bien des gens qui pensent ça et que les médias manipulent. Mais moi, ça me frappe. J'en consomme quand même pas mal de voir que, quelles que soient leurs orientations, leurs positions, dans une journée, ils couvrent un petit peu la même chose, puis ils disent tous un petit peu la même chose, plutôt que de partir dans une direction. Puis le tribunal populaire, euh, ben, c'est un tribunal dont on s'est toujours méfié, parce qu'on ne veut pas que la populace, entre guillemets, gère la cité, ou nous gère. Donc on a mis en place les élections, on a mis en place des garde-fous
pour faire en sorte que c'est pas une foule en furie qui peut décider d'occuper une ville et d'obtenir n'importe quoi ou qu'elle veut. Alors, je pense que le tribunal populaire, par osmose, c'est celui qui finit par donner des orientations en acceptant des positions politiques, des propositions des partis. Mais le pouvoir direct, il est extrêmement diffus. Donc, si quelqu'un décide, moi, je vais écrire au Premier ministre puis dénoncer, ça ne donnera pas beaucoup. Ouais, c'est certain. J'ai pas plus de pouvoir aujourd'hui que j'en avais il y a 15 ou 20 ans. As-tu un exemple de cas où la décision, disons, d'un tribunal judiciaire aurait été différente de celle d'un tribunal populaire? Il y en a eu récemment quand même plusieurs là, que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux. Fait que peux-tu nous en dire un peu plus? Ben, il y a celle des joueurs de hockey accusés. Je pense que c'est la plus frappante de celle qui s'est passée en 2025. Les accusés semblaient pas mal coupables selon le tribunal populaire, un petit peu coupables selon le tribunal médiatique, mais le tribunal judiciaire a décidé de les acquitter. Et avec un jugement qui, semble-t-il, était très étoffé et qui a fait en sorte qu'il y a eu des réactions, mais qui ont toutes tourné vers dire allez donc lire le jugement avant de vous prononcer. Pour moi, c'est un cas intéressant, parce qu'on a vu des cas aussi auparavant avec des gens accusés d'agression et finalement acquittés, parce que la preuve présentée devant le tribunal n'était pas soit suffisante, soit n'avait pas été recueillie selon, en respectant tous les droits de la personne. Alors, oui, on en voit souvent, mais c'est là où c'est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les tribunaux qui ont un cadre très défini arrivent à des positions précises. Et moi, je trouve que c'est toujours une leçon fascinante de lire un jugement, ou au moins d'écouter quelqu'un qui l'a lu. Exactement. Puis tu l'as dit, tu as super bien dit tantôt, là, c'est que chacun de ces tribunaux-là fonctionne selon leur propre cadre et leurs propres règles. Tu sais, au niveau judiciaire, bon, ben, les joueurs de hockey, c'était grave. On pouvait leur retirer leur liberté. Puisque dans le tribunal populaire, bon, ils sont clairement coupables et c'est leur réputation qui a été affectée. Leur réputation est affectée, selon moi, à vie. Tu sais, il n'y a pas une femme, un homme qui va les regarder en leur faisant totalement confiance. Après ça, c'est certain. Mais justement, c'est que l'enjeu n'est pas le même. Tu sais, c'est pas le public qui va décider de mettre quelqu'un en prison et c'est pas non plus le tribunal qui peut juger de la réputation de quelqu'un. Alors, moi, je pense que c'est un peu ce qui explique la chose et je m'attends pas à ce qu'une équipe de hockey les rembauche comme joueurs dans leur équipe parce que le risque auprès de leur clientèle, étant les fans, dans le public, est beaucoup trop élevé. Il pourrait y avoir des boycotts, il pourrait y avoir une manifestation contre l'équipe de hockey. Donc, moi, je pense que leur carrière est terminée, là. Ça, c'est à voir aussi, hein, l'effet que peut avoir un, un incident sur la carrière. On le voit souvent avec des artistes qui sont accusés soit de violence conjugale, soit d'agression. Des artistes qui sont accusés de grossière indécence. En tout cas, on a plein de cas dans lesquels les gens se retirent, disparaissent de l'espace public, puis finissent un jour par tenter d'y revenir, et parfois d'y revenir parce qu'ils ont suivi un chemin de rédemption qui est acceptable. Mais pour moi, l'exemple le plus frappant, mais c'est un vieil exemple, c'était Claude Charron, qui était un ministre du gouvernement du Québec, qui était un ministre assez jeune et avec une image forte, et qui s'est fait arrêter parce qu'il avait volé des gants dans un grand magasin. Et il a dû démissionner et il a été banni complètement de l'espace public pendant des mois et des mois. Et il finit par revenir tranquillement et c'est devenu un des chroniqueurs les plus aimés du Québec, surtout à TVA. Il est décédé maintenant. Mais pour moi, c'était un exemple dans lequel
Il y avait eu un tribunal judiciaire qui avait condamné quelqu'un, le tribunal médiatique l'avait condamné, mais le tribunal populaire lui a pardonné. Wow! Je savais pas que ça se fait des deux sens, en quelque sorte, là. Ah ben oui, c'est parce que le tribunal populaire, c'est celui qui peut plus facilement pardonner, parce qu'il est encore obligé de vivre avec la même personne. Donc, est-ce qu'on l'accepte, qu'on la reprend? Même tribunal médiatique, là, quand est-ce que des gens qui ont été bannis des ondes, on commence à les réintégrer progressivement en les mettant dans des émissions qui ne sont pas trop exposées pour voir quelle serait la réaction du tribunal populaire. Et si la réaction passe, si le pardon est accordé, ben à ce moment-là, la personne peut revenir. Tu as fait beaucoup de gestion de crise à travers ta carrière. Bon, tu as travaillé sur des grosses affaires, mais tu en as aussi commenté plusieurs qu'on connaît, qu'on parle du lac Mégantic ou encore du pont Champlain. Justement, dans ces affaires-là, qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Ben, c'est une alerte à l'Université de Montréal. J'étais à l'époque directeur des communications, donc sur la cellule de crise, et cellule de crise qui se réunit chaque fois qu'il y a un événement qui peut déboucher sur quelque chose de majeur. Et là, il y a une alerte parce qu'on a vu, il y a un escalier intérieur qui passe, quelqu'un monter dans cet escalier avec un étui qui ressemblait à un étui à carabine. OK. Alors, mobilisation, la police, tout, on passe à travers tous les systèmes. Et finalement, c'était un étui à violon. Et la crise s'est arrêtée là. Ce qui me surprend toujours, c'est de voir les phases à travers lesquelles les organisations qui sont aux prises avec une crise réagissent. La première réaction, puis c'est une réaction humaine, c'est de dire ça se peut pas que ça nous arrive. Donc, on est en déni. Non, vous êtes sûr qu'il s'est passé quelque chose? La deuxième phase, c'est là de dire, bon, ben oui, il s'est passé quelque chose, mais là, on ne sait pas, on va aller voir. Puis la troisième phase, c'est de commencer à revenir avec des explications. Et finalement, c'est de dire, ben là, on a trouvé les causes de cette crise-là et on va prendre des mesures en conséquence pour que ça ne se reproduise plus. Mais comme dit un de mes amis, il dit, il ne faut jamais se préparer. La prochaine crise sera jamais la même que la dernière. Donc, dans les crises, c'est souvent l'enjeu, c'est au départ, on n'est pas sûr que ce soit une crise. Ouais. Parce qu'on ne sait pas, et même les responsables ne savent pas ce qui se passe au quotidien parmi eux. Un des cas les plus célèbres de crise, ça a été le Tylenol dans les années 80. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont morts d'avoir pris des capsules de Tylenol. Alors, des morts mystérieuses, donc une enquête policière qui se fait. Puis là, on s'aperçoit que il y avait des pots de Tylenol chez eux. Et on remonte une enquête. Finalement, on a trouvé l'usine dans laquelle il y avait quelqu'un, je ne pense pas qu'il ait jamais été trouvé ou attrapé, qui avait trouvé amusant de placer des capsules de cyanure Ah, ben non. dans les médicaments. Et alors pour la compagnie Johnson qui manufacturait, ça a été une catastrophe. Les ventes se sont effondrées. Et je crois que c'est de cet épisode-là que la solution qui a été trouvée, ça a été de sceller les contenants à médicaments pour éviter qu'il puisse y avoir... parce qu'avant, les contenants n'étaient pas scellés, donc n'importe qui pouvait rentrer dans une pharmacie, l'ouvrir et mettre une pilule à l'intérieur. Moi, ce que je retiens de ça, c'est quand on a trouvé la parade à la crise, là, on peut penser qu'on peut commencer à passer à la phase de rétablissement et passer à une autre étape. Bien, il y a beaucoup, en fait, d'avertissements sur des produits qu'on a tous chez nous ou encore de décisions comme ça, comme Tylenol, de sceller leur contenant à médicaments qui partent d'une crise, en fait. Qui parlent d'une erreur humaine, et là, ils se sont dit, OK, mais ça ne se reproduira plus, donc on va mettre que non, c'est pas comestible, non, il ne faut pas mettre à la disposition des enfants, et oui, on va les sceller. Ben, les crises mettent à jour des vulnérabilités, des faiblesses qui n'avaient pas été mises à jour parce qu'il n'y avait pas eu
d'incidents aussi importants auparavant. La crise du verglas, ça avait été ça. On s'est aperçu que les pylônes ne pouvaient pas résister à un poids de verglas qui semble aujourd'hui être plus présent qu'il pouvait l'être par le passé. Alors oui, on avance, je dirais un peu par essai-erreur, c'est-à-dire une crise permet de régler un problème, mais permet pas de faire face à la prochaine qui, on le sait, va venir d'une autre direction et ça va être une autre surprise. Puis on en a un peu tous les jours. On le voit avec les feux de forêt qui, depuis une couple d'années, qui deviennent des crises et qui résultent, semble-t-il, de phénomènes météorologiques, mais pour lesquels on n'a pas encore trouvé la parade. Exactement. Ben écoute, Bernard, c'est vraiment un plaisir de te parler aujourd'hui. Un gros merci pour ton temps, pour t'être déplacé à Ottawa. C'était vraiment extrêmement intéressant comme épisode. Alors, merci à tous ceux et celles qui nous écoutent actuellement. Et comme à l'habitude, on publie un épisode par mois. Alors, on espère vous revoir parmi nous pour l'épisode suivant. Et n'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, qu'on parle de Facebook, d'Instagram ou de LinkedIn, au handle Legal Census. Alors, sur ce, merci beaucoup et passez une excellente journée.